Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour la vallée, bienvenue sur les ondes RCB, votre radio locale. Chaque mardi à 13h, c'est votre rendez-vous naturopathique en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, Pauline a décidé de vous parler du microbiome humain. Ouais. D'abord, je voulais vous parler des probiotiques, tout simplement. Puis je me suis dit que j'allais faire d'abord un petit point sur la flore intestinale. Et finalement, j'ai encore fait un zoom arrière pour parler carrément du microbiome humain, en fait. Et dis-nous, Pauline, qu'est-ce que c'est que le microbiome humain ? Donc le microbiome, il est composé de 100 billions de microbes qui se trouvent sur toutes les muqueuses et la peau du corps. Et on appelle microbiote l'ensemble des micro-organismes d'une zone particulière. Donc la plus connue, c'est justement la flore intestinale dans le tractus gastro-intestinal. Mais il y a aussi la peau, la cavité buccale, les voies respiratoires, l'appareil urogénital par exemple. Et en fait, elle est composée de bactéries, de champignons, d'archées, de protozoaires et de virus. Bon, alors je pense que pour bactéries, champignons et virus, ça va, ça vous parle. Alors les archées, ce sont des prokaryotes, donc elles n'ont pas de noyau. Et avant, en fait, elles étaient appelées archéobactéries. Donc ça vous donne l'idée que c'est ancien. Et les protozoaires, ce sont des petits organismes unicellulaires de maximum 1 mm. Et je ne vais pas aller plus loin dans la description pour pas vous perdre. Je te suis, Pauline. Donc ces micro-organismes, ils forment une communauté et elle doit être stable et persistante pour être physiologique. Donc en simplifié, si la communauté globale augmente ou diminue, c'est un problème. Et si certaines souches particulières augmentent ou diminuent par rapport aux autres, ça fait un déséquilibre et c'est aussi un problème. Et est-ce que ces microbes, ils sont inoffensifs ? S'ils sont à l'équilibre dans la communauté, ils ne vont pas déclencher de réponse immunitaire de la part du corps et donc ils ne vont pas poser de problème. Et tu vas nous donner maintenant des chiffres intéressants sur le microbiome. Oui, donc ça va vous permettre de mieux comprendre vraiment son importance. Donc sur et dans l'ensemble de notre corps, on a 3 fois plus de cellules bactériennes que de nos propres cellules. Ok. Donc en fait, on est plus une bactérie qu'autre chose. Non, mais clairement. Les gènes de notre microbiome sont environ 100 fois plus nombreux que les gènes de notre génome. Incroyable. Et au niveau microbiote, on a 100 000 milliards de microbes dans l'intestin et 1000 milliards de microbes sur la peau. Et le poids total du microbiote intestinal, donc juste le microbiote intestinal, il peut atteindre 1,5 kg. Et 50% de la masse fécale, c'est de la biomasse bactérienne. D'accord. Et comment est-ce qu'il se fait, ce microbiome ? Alors au niveau des intestins, le microbiote va se faire dès la naissance par voie basse avec le microbiote vaginal, rectal et cutané de la maman. Puis après, il va être entretenu par le lait maternel. Des études ont montré que le microbiote intestinal est différent entre les enfants qui sont nés par voie basse ou par césarienne et ceux qui sont allaités ou pas. Donc s'il n'y a pas voie basse et lait maternel, la flore intestinale ressemble plus à la flore cutanée et elle se fait plutôt avec l'environnement du bébé. Des études ont montré que ces bébés étaient plus à risque d'avoir des infections et des problèmes de digestion. Alors pas de panique, si on a eu une césarienne et qu'on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas allaiter son bébé, on peut tout simplement lui donner des probiotiques qui sont spécifiques pour les nourrissons. Et si en plus à l'intérieur il y a des prébiotiques, c'est encore mieux. Et est-ce que tu peux nous dire la différence entre pro et prébiotiques ? Alors les probiotiques, ce sont les micro-organismes en eux-mêmes, donc les petites souches. Et les prébiotiques, c'est leur nourriture. Et c'est ça qui va aider en fait ces probiotiques à bien s'installer et se multiplier dans le microbiote, dans l'intestin. Et ce sont des fibres solubles qui proviennent de l'alimentation. Donc, il y en a par exemple dans la chicorée, de l'artichaut, du lait, des pois, du blé, de la pomme de terre, acacia, agar, maïs, etc. Donc, ça vient vraiment, les prébiotiques qu'on va pouvoir donner viennent vraiment de sources alimentaires naturelles. D'accord. Et dans quel cas on fait une cure de probiotiques ?
Alors, si on doit prendre un traitement antibiotique, parce que bien sûr, ça va diminuer, ça va tuer une partie de la population bactérienne, ça tue les méchants, mais aussi les bonnes, les gentils. Et c'est possible aussi que ça fasse un déséquilibre dans les espèces, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Et on peut par exemple avoir des signes comme des diarrhées, des douleurs au ventre, etc. Après, si on a aussi un traitement chronique d'antiacides, c'est ce qu'on appelle les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, qui vont diminuer donc l'acidité dans l'estomac. Donc ils ont des noms oméprazole, esoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabéprazole, etc. Si on prend un truc en zol. En zol, c'est voilà. Donc ça fait diminuer l'acidité, donc on digère moins bien et donc notre microbiote est moins bien nourri parce que l'alimentation est moins prête pour eux en fait. Et donc à long terme, il y a un risque de dysbiose. Donc on fait bien une différence entre je vais devoir prendre un antiacide quelques semaines, un mois parce que j'ai un traitement anti-inflammatoire ou voilà, et je prends mon antiacide tous les jours depuis des années. Voilà, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les probiotiques sont indiqués justement en cas d'augmentation de l'acidité gastrique ou de douleur gastrique. Parce que l'estomac, il a aussi une flore intestinale. Et ça, avant, c'est quelque chose à laquelle on ne pensait pas. Et elle peut aussi être déséquilibrée. Et il y a cette fameuse bactérie Helicobacter dont on parle qui va proliférer en fait. Donc, il existe des probiotiques spécifiques pour l'estomac, mais il en existe aussi des spécifiques pour les différents microbiotes, pour la flore vaginale, pour la peau, même pour la flore buccale. Donc, ce sont des souches et des sous-espèces de bactéries qui vont être différentes selon l'endroit qu'on veut réensemencer. Et c'est également important de faire les cures régulièrement si on ne mange pas bio, parce que tout le monde ne peut pas forcément manger bio. Et si on mange beaucoup d'aliments industriels qu'on peut pas manger du fait maison, les gens aussi qui mangent beaucoup à l'extérieur, qui mangent sur le pouce, etc., ça aura un impact négatif sur la flore intestinale parce qu'il y aura pas assez de ces fameux prébiotiques. Oui. Donc la flore intestinale sera pas bien nourrie et donc elle pourra être en déséquilibre. Mais les probiotiques ont également montré qu'ils amélioraient d'autres situations auxquelles on pense pas tout de suite, comme par exemple la dépression. Parce que, en fait, les probiotiques permettraient d'augmenter le niveau plasmatique du tryptophane. C'est le précurseur de la sérotonine. On en avait parlé déjà pour le stress et tout ça. Donc, c'est une hormone qui est pour la bonne humeur. Il y aurait aussi un lien avec la prise de poids chez certaines personnes. Alors, on s'est rendu compte que la flore intestinale des personnes, certaines personnes obèses, était différente, appauvrie par rapport à des personnes en poids de forme. Alors, après, la question, c'est qui était là le premier, la poule ou l'œuf, voilà. Mais est-ce que le fait qu'une alimentation peut être déséquilibrée, qui a pu appauvrir la flore intestinale, empêcherait en fait après une perte de poids ou voilà, mais on ne sait pas exactement encore comment bien situer ça, mais ça peut aider. Et également avec tout ce qui est des problèmes immunitaires, parce que vraiment la flore intestinale a un gros rôle dans le système immunitaire et donc un système immunitaire déréglé, ça va être quoi? Dermatite atopique, réaction allergique, maladie auto-immune. Mais là, surtout maladie auto-immune, oui ça peut aider, mais on va parler de cure de 1 à 2 ans. Il faut s'accrocher, c'est long pour avoir vraiment des résultats. Et comment choisir ces probiotiques ? Alors, ce qui est important, c'est de prendre des probiotiques vivants entiers. La plupart du temps, ils vont être au frigo. Après, il y a certaines marques, comme Pilège, ils sont pas au frigo, ils sont lyophilisés, mais ils sont revivifiables. Mais il y a certains compléments maintenant, je crois que c'est Beroca qui a fait ça, ils disent dedans, ils ont des probiotiques. Mais en fait, c'est des probiotiques, c'est des parties de probiotiques. Donc, c'est des probiotiques qui ne sont pas revivifiables, ils sont pas vivants et donc, en fait, ils vont pas avoir un effet dans le temps. Dès qu'on arrête de le prendre, l'effet sur le système immunitaire s'arrête. Voilà. Ensuite, il faut prendre minimum 1 milliard d'unités par jour. Donc, quand vous regardez sur la boîte, il y a toujours marqué il y a combien de milliards. Donc, vous prenez le total de toutes les souches qui sont dedans et il faut prendre 1 milliard d'unités par jour. C'est suffisant, plus c'est pas nécessaire. Et idéalement, il faut un mélange avec des lactobacilles et des bifidobactéries.
Et ça, c'est dans presque toutes les bonnes marques maintenant, hein, il y a ces deux familles. Et le mieux, c'est de les prendre le matin à jeun pour qu'en fait, la gélule, elle stagne pas dans l'estomac et elle va direct après au niveau intestinal. Et si on prend des antibiotiques, on prend les probiotiques en même temps, c'est-à-dire pendant la même durée, on les commence en même temps que les antibiotiques, mais la prise doit être écartée d'environ 2 heures de la prise d'antibiotiques pour pas que l'antibiotique tue directement les souches en fait au moment de la prise. Et point important, en cas de dysbiose, donc du déséquilibre de la flore intestinale, il va falloir assainir la flore. Alors pour ça, on peut faire une cure de propolis ou d'échinacée ou d'extrait de pépins de pamplemousse ou par exemple d'huile essentielle. On peut penser au titri qui est assez bien toléré par voie orale. Et après avoir assaini, nettoyé, on va réensemencer avec les probiotiques. Et comment savoir si on a une dysbiose ? Alors ça peut être mal de ventre, diarrhée, fatigue, problème de peau, prise de poids inexpliquée et ça va être quelque chose qui est plutôt chronique, qui s'installe dans le temps. Et est-ce qu'il y a de bonnes habitudes pour garder un microbiote sain ? Oui, alors quelque chose de très important qu'on pense pas forcément, bien mâcher pour que les fibres qui sont la nourriture du microbiote, qui sont les fameux prébiotiques, soient bien disponibles et qu'elles soient prêtes à être assimilées. Il faut bien manger assez de fibres ou alors faire des cures de prébiotiques. Manger assez d'oméga 3. Donc, je vous rappelle le bon gras anti-inflammatoire qu'on trouve dans les petits poissons gras, l'huile de colza, de lin, noix, cameline, etc. Les noix, les graines de lin. Pour les graines de lin, important, il faut préalablement les broyer avant de les manger parce que sinon, elles sortent comme elles rentrent. Donc, on n'en tire aucun bénéfice. Et il faut éviter les sucres raffinés, la viande rouge et bien sûr antibiotiques et antiacides à long terme si possible. Il y a également des aliments qui sont des sources naturelles de probiotiques que l'on peut ajouter à son régime alimentaire. Donc, il y a des produits laitiers, les yaourts fermentés au lait cru, pas pasteurisés, les yaourts grecs, le skyr, c'est le produit laitier des pays du Nord, là, hyper protéiné, c'est islandais, je crois. Oui. Il y a le fromage blanc, il y a certains fromages comme le cottage cheese, la mozzarella, le roquefort, le camembert, etc. Il y a les produits fermentés comme le kéfir. C'est une boisson qu'on fait avec des petits grains qu'on peut faire soi-même. Il y a le kombucha, c'est à partir de thé, je crois, celui-là. La choucroute, puis c'est la saison. Tous les légumes lacto-fermentés qu'on peut faire soi-même. Donc, on peut faire les légumes lacto-fermentés avec les crudités, les carottes, des choux, du radis, ce qu'on veut. Il y a aussi tous les aliments dérivés du soja comme le tempeh ou le miso qu'on met dans la soupe. Et donc attention, le miso, ne pas mettre le miso dans l'eau bouillante, sinon on les tue aussi. Donc c'est le même principe que le miel, quand on le met dans sa tisane, quand on met le miso dans sa soupe, on attend que ce soit un peu moins chaud, que ce soit à température buvable, quoi. Ça enlève les bénéfices du Voilà. Et on peut aussi ajouter du vinaigre de cidre ou de la levure de bière dans son alimentation. La levure de bière qui est aussi très bonne pour les cheveux et les ongles. Et voilà pour cet instant naturopathique en compagnie de Pauline. Aujourd'hui, on vous a parlé du microbiome humain. Évidemment, vous pouvez la retrouver en rediffusion le jeudi à 18h30, mais tout simplement en podcast sur notre site internet www.radio-rcb.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux de Pauline. N'hésitez pas à suivre Pauline Wonderland. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de lui poser une question ou de lui proposer un sujet pour les prochaines semaines. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, Pauline, et à la semaine prochaine. Avec plaisir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB